Bonjour à tous, amateurs de foot et du SFC, le match de ce samedi ne sera pas reporté. Il se jouera sur le terrain synthétique derrière la nouvelle gendarmerie. Mosaïque assurera la captation diffusée en direct à 18h. Après son incroyable succès sur M6, Erza vient de passer quelques jours dans sa famille du Kosovo. Elle a été accueillie comme une reine dans le pays natal de ses parents. Et Erza est aujourd'hui notre fierté locale et elle continue de buzzer sur la chaîne YouTube de Mosaïque avec plus de 200 000 vues en moins de 2 mois. On continue et on regarde le sommaire. Bonjour à tous, au sommaire de ce 30 minutes, nous commencerons par Vendières et l'abandon du projet de la gare d'interconnexion par la région. Nous commenterons aussi le déplacement du président de la République à Sarre-Union 5 jours après la profanation du cimetière israélite. Dans notre rendez-vous culture, nous nous intéresserons à la grande région qui se trouve au centre de l'Europe. Eva Mengen, invitée d'Entre les lignes, fait revivre le rêve de Schumann dans son ouvrage Im Reich der Mitte au centre de l'Europe. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il fera frais et instable. Les précipitations arrivées dans la nuit s'éloignent vers l'Alsace en matinée, mais des flocons de neige se mêlent aux dernières pluies à très basse altitude. Après une courte accalmie, les nuages se font de nouveau plus menaçants et occasionnent des giboulées plus fréquents en fin de journée et en soirée. Dans la nuit de samedi à dimanche, les averses se produisent sous forme de neige à toute altitude, mais attention, avec le regel nocturne, les sols risquent de devenir glissants en de nombreux endroits. Côté température, les minimales iront de -1 à 2 degrés, les maximales de 3 à 5 degrés. Demain, samedi 21 février, nous fêtons les Pierres d'Amiens. Le soleil nous accompagnera de 7h26 à 17h59. Et dans notre séquence à la ferme, nous partons aujourd'hui à la rencontre de drôles de chevaux. Je vous laisse les découvrir. Très bonne journée à tous et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et c'est parti pour l'essentiel de l'info de la semaine. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Je considère que le projet contesté de la gare de Vendières ne peut être engagé par cette majorité. C'est par ces mots que le président du Conseil régional de Lorraine, Jean-Pierre Masseret, a annoncé ce matin en séance plénière l'abandon de la construction d'une nouvelle gare d'interconnexion qui devait prendre le relais de celle de Louvigny. Alors Julia, tu étais sur place hier matin. Au final, qu'est-ce qui, selon toi, a fait pencher la balance sur le non ? Alors c'est très clairement, sans aucune hésitation, les résultats de la consultation, parce que Jean-Pierre Masseret a décidé de ne pas aller à l'encontre de ce qu'avaient voté les Lorrains, même s'ils n'avaient été que moins de 10% à se rendre aux urnes, et même si 2 des 4 départements lorrains avaient placé le oui en tête. On va écouter un extrait de l'intervention de Jean-Pierre Masseret. Je considère que le projet contesté de la gare de Vendières
ne peut pas être engagé par cette majorité. Mais respectueux aussi de mes engagements vis-à-vis de mes concitoyens sur le développement, sur l'aménagement, je demande à nos commissions de regarder les conséquences du respect de ce vote. J'ai indiqué que, pour moi, sur la base de cette consultation populaire, j'enregistrerai le non qui est supérieur au oui. Et j'ai indiqué que cette majorité n'engagerait pas effectivement la gare de Vandières tant que cette majorité est en responsabilité de cette région. Donc pour moi, il ne peut pas y avoir double langage. Les gens ont dit non. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce non. Enfin, je respecte ce non. Je respecte chaque Lorraine et Lorrain qui s'est déplacé, qui a dit, qui a décidé d'exprimer une opinion, et je serais qui, à nouveau, si je ne respectais pas ce que les Lorraines et les Lorrains ont dit. Ça peut ne pas me satisfaire, mais j'ai le devoir de respecter ce non. Donc, je ne peux pas mettre en œuvre la gare de Vandières. C'est un principe du respect de la démocratie. On ne peut pas bricoler avec ça. Le sentiment personnel que j'ai, c'est d'abord, je ne regrette pas d'avoir consulté mes citoyens, et je suis fier de respecter leurs décisions. Voilà, Jean-Pierre Masseret a dit « il ne bricole pas avec la démocratie ». Comment ça s'est passé, Julien? Alors, l'Assemblée des conseillers régionaux a-t-elle voté? Alors non, et c'est dans le même esprit de tout ce qu'on vient d'entendre là de la part de Jean-Pierre Masseret. Il l'a dit, je n'allais pas demander à l'Assemblée de voter alors que j'ai déjà demandé aux Lorrains de voter. Il n'allait pas leur demander de se prononcer sur un vote. Donc il n'y a pas eu de vote. Et c'est d'ailleurs aussi un petit peu ce que l'opposition a dénoncé. Elle a qualifié cette session de séance d'enregistrement, qu'il n'était là que pour enregistrer les résultats de cette consultation. Ceci dit, chaque groupe s'est exprimé et ça a duré pendant un peu plus de 2 heures quand même. Alors quelle a été l'ambiance générale? Alors qui s'est exprimé? Que s'est-il dit? En résumé, bien sûr. Alors tous les groupes se sont exprimés. Ils sont revenus aussi bien sur leur perception du résultat, mais aussi sur ce qu'ils pensaient du projet. Donc c'est pour ça aussi qu'ils avaient beaucoup de choses à dire et que ça a duré un moment. Alors il y a eu bien sûr une droite très véhémente, et en particulier Nadine Morano. On le sait, dans ces cas-là, elle ne mâche pas ses mots. Elle a même parlé de triple gifle envoyée de la part des Lorrains à Jean-Pierre Masseret. J'ai vu qu'elle était assise à la droite de Roland Roth. Oui, mais ils sont dans le même groupe, ouais. Donc voilà. Mais ils ne s'expriment pas de la même façon. Roland Roth s'exprime très peu en fait au conseil régional. Après, chaque groupe choisit dans son groupe qui prend la parole. Leader, ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui s'expriment plus que d'autres. Et Nadine Morano, en l'occurrence, quand elle est là, a tendance à s'exprimer relativement longtemps. Et complètement à l'opposé, autre type de réaction, Europe Écologie Les Verts, et où là, c'est la déception totale parce que ce groupe-là, ils aimeraient bien que la gare se fasse malgré tout. Alors, les Lorrains avaient dit non à hauteur de 58,57%. Certains dénonçaient un coup politique à 10 mois des élections régionales. Qu'est-ce que cette consultation pouvait finalement réellement apporter à Masseret et à la gauche? Ce qu'elle pouvait lui apporter, c'est un climat serein pour lancer les travaux. Ce qu'elle pouvait lui apporter, c'est de ne pas se retrouver dans le même bourbier quelque part que ce qui se passe au niveau de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. En fait, il voulait qu'il y ait un petit peu un consensus, en tout cas qu'il ait un argument de plus, qu'il ait les Lorrains avec lui quelque part. Et finalement, donc cette consultation aura coûté 300 000 €. Est-ce qu'elle aura été utile à Masseret? Alors, utile à Masseret, je ne sais pas si la question se pose de cette manière-là. Je pense que, quoi qu'il arrive, le fait de donner la possibilité aux gens de se prononcer sur un projet, moi je trouve que c'est bien. Je trouve que pour la démocratie, c'est bien. Et c'est d'autant mieux du coup qu'effectivement il est respecté derrière le choix, même s'il n'y était effectivement pas obligé. C'est vrai que ça aurait été assez problématique s'il était à l'encontre du vote. Et puis sinon, moi j'ai entendu une remarque très drôle hier matin de la part de Jean-Pierre Masseret à ses opposants par rapport à justement ces 300 000 € dépensés pour faire la consultation, et où il leur a dit, mais finalement, est-ce que vous me reprochez d'avoir dépensé 300 000 € pour cette consultation ou de ne pas dépenser 120 millions pour faire la gare? Donc, voilà. Toujours une belle façon de s'en sortir. Le président de la République était à sa réunion cette semaine, donc 5 jours après la profanation du cimetière israélite. Il est venu dire aux Juifs de France qu'ils ont toute leur place dans un pays qui est le leur. Alors, une courte description, Julia, de l'assistance présente.
Alors dans l'assistance, il y avait bien sûr beaucoup de juifs, mais aussi des habitants de toute confession de Sarre-Union, et notamment des jeunes, notamment des lycéens. Alors tu es revenu et tu as dit, je m'en souviens très bien, il y a eu des messages très forts. Oui, parce que c'était vraiment pas de la langue de bois, ils n'ont vraiment pas du tout mâché leurs mots. En particulier, le président du consistoire central israélite de France, Joël Mergui, qui a dénoncé l'attitude souvent beaucoup trop laxiste vis-à-vis de la jeune génération. Il y a eu aussi des messages forts de la République vis-à-vis des Français de confession juive et vice-versa, pour tout ce qui a été fait, notamment depuis les attentats de janvier. Et on va écouter quelques extraits des prises de parole. Depuis quelques mois, quelques années, nous ressentons qu'il est dur de vivre en paix en tant que juif en France. En rentrant dans ce cimetière, je prends conscience qu'il est aussi difficile de reposer en paix dans notre pays. Je ne voudrais pas entendre que parce qu'on est jeune, on a le droit d'être inconscient. La justice dira ce qui relève de l'inconscience, de l'ignorance ou de l'intolérance. Mais le mal est d'ores et déjà fait. Parce que ce qui nous a envahis, lorsque nous avons appris cette profanation, ce saccage, c'est un sentiment de honte. La honte, une fois encore, une fois de trop, que la France ait à supporter une telle blessure. Ouais, et puis les jeunes qu'on aurait aimé croire inconscients ne le sont pas finalement. Alors, très clairement pas, c'était très clairement un acte antisémite. D'un point de vue judiciaire, ils avaient intérêt à le nier, parce qu'évidemment pour eux c'est une circonstance aggravante, mais ça a été dit aussi dans les discours de mardi, c'était complètement impossible qu'ils ne se soient pas rendus compte que c'était un cimetière juif. Après, ceci dit, de toute façon, que ce soit un cimetière juif ou un cimetière d'une autre confession, aller ravager des tombes, ça mérite ni tolérance, ni laxisme, quoi. Alors c'est nouveau sur Mosaïque, chaque semaine nous posons une question sur notre Facebook. Celle de cette semaine, quel est votre plus beau souvenir de la Saint-Valentin? Alors vous avez été nombreux à nous répondre et cela nous ravit. Voici 3 commentaires que nous avons sélectionnés. Julia, tu commences? Oui, alors il y a un message de Delphine Brettard-Geisler qui dit « Pour moi, le meilleur souvenir de la Saint-Valentin, c'est cette magnifique surprise en rentrant du travail. » C'est donc cette photo qu'elle a prise. Donc voilà, un cœur dessiné avec quelques pétales de fleurs, comme quoi ça coûte pas cher, c'est vite fait, il suffit d'y penser. Et visiblement, ça marche. Et ce message posté sur le Facebook de Julie, mon meilleur souvenir de la Saint-Valentin, c'est quand j'ai vu le sourire de ma femme s'illuminer lorsque je lui ai offert une boîte à mots doux, réalisée entièrement par moi, des mots doux sortis de mon cœur et non d'un site internet, et un mot pour chaque jour de l'année. Son sourire a été le plus beau des cadeaux à mes yeux, le bonheur absolu, je t'aime ma Lova. C'est mignon. Julia, il y en a encore un. Oui, alors un qui est drôle, mais qui n'a pas dû être drôle sur le moment, c'est Sébastien Beaufreton qui raconte que son meilleur souvenir de Saint-Valentin, c'est quand il a offert un très joli briquet à sa copine. Il dit, j'avais 17 ans, je crois, et je l'ai réglé en mode chalumeau pour faire une blague. C'était peut-être pas le bon moment, puisqu'elle a allumé sa cigarette, elle s'est cramé tout le devant des cheveux. Elle n'était pas, mais alors pas contente du tout. Et c'est normal. Et à savoir qu'un tirage au sort sera diffusé lundi. Il donnera les 2 heureux gagnants pour une soirée cinéma en couple. Et c'est offert par les Cinéma Forum de Sarreguemines. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci Julia. Très bon week-end à tous. Et on passe à une petite bande annonce. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Suivez en direct de Sarreguemines le match retour SFC Bissheim. Les Bleus de Sébastien Meyer comptent bien faire aussi bien qu'à l'aller. Un match qui se jouera sur le nouveau terrain synthétique, une première pour le SFC en CFA 2. C'est à suivre dès 18h samedi 21 février.
La grande région, avec ses 11 millions de personnes, se trouve au centre de l'Europe. Et si cette région, par son passé culturel commun, ouvrait la voie à une autre réalité européenne, délibérément ignorée, comme le disait Robert Schuman, l'Europe doit être avant tout une communauté culturelle. Eva Mengen, invitée d'Entre les lignes, fait revivre le rêve de Schuman dans son ouvrage Im Reich der Mitte, au centre de l'Europe. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Eva Mengen est historienne de l'art. Son travail l'a menée en Angleterre, aux États-Unis, à Amsterdam et à Vienne, où elle a réalisé 2 belles expositions sur le thème « Image et cadre, la parfaite harmonie ». Née à Stuttgart, elle vit depuis plus de 30 ans à Saarbrück. C'est là qu'est né son intérêt et sa passion pour la grande région, un combat même. Elle a fondé Regio Factum en 2006, un réseau culturel de la grande région et un laboratoire d'idées où se retrouvent des personnes qui partagent sa vision culturelle de l'Europe et celle de Robert Schuman. Dans le bel ouvrage Im Reich der Mitte, au centre de l'Europe, elle donne un visage à sa grande région, un voyage qui relie les hommes et leur histoire. Son rêve, réaliser un film sur la communauté des verriers en grande région. Bonjour à tous, bienvenue entre les lignes. 11 millions de personnes et 3 langues officielles s'y côtoient, le français, l'allemand et le luxembourgeois. La grande région, le terme remplace depuis 1995 celui de Saarlorlux. Elle comprend le Grand-Duché de Luxembourg, la Wallonie qui regroupe les communautés francophones et germanophones de Belgique, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre en Allemagne et la Lorraine en France. Évoquer la grande région, c'est évoquer l'Europe parce que c'est sur ces terres que sont nés les fondements de l'Europe. À mes côtés, Eva Mengen, auteure de l'ouvrage Im Reich der Mitte, nous fait mieux connaître ce territoire, son histoire, son peuple et sa culture. Bonjour Eva, vous avez fait un premier tome qui est paru en 2007. Im Reich der Mitte, c'était à l'occasion du Luxembourg qui a été nommé pour la première fois première capitale européenne de la culture. Là, vous avez fait un second tome, une aventure humaine. Voilà, je faisais ce premier tome en contexte de cette capitale culturelle très intéressante parce que c'était la première capitale culturelle européenne transfrontalière. Et je trouvais que c'est un dynamisme, une dynamique incroyable entre les citoyens, les transfrontaliers. Et puis j'ai réalisé qu'on ne trouve pas de la littérature qui décrit cette situation. Et comme j'ai fait des recherches, par exemple, sur l'histoire industrielle, la culture industrielle de la grande région, surtout sur la Lorraine et la Sarre, sur les verriers, je trouvais que c'était un très beau point de départ. Et puis j'ai décrit la communauté des verriers. Et puis j'ai trouvé autre auteur à décrire tout le contexte historique. Alors, Robert Schuman disait, et c'est repris dans la préface de votre livre, l'Europe, avant d'être une alliance militaire ou une entité économique, doit être une communauté culturelle dans le sens le plus élevé de ce terme. Et c'est aussi votre rêve lorsque vous parlez de la grande région. Alors qu'est-ce que vous entendez par communauté culturelle ? Communauté, donc une culture commune ? Pas nécessairement, mais une communauté culturelle dans ce sens que chacun fait participer sa propre culture. Et ça peut être une culture provinciale ou une culture plus internationale, mais ça veut dire aussi partager, échanger, apprendre ou essayer à comprendre les langues de l'autre et des rencontres réelles. Alors selon vous, c'est la culture qui va faire le trait d'union entre les différentes régions ? Oui, et quelle culture ? La littérature, par exemple, la culture industrielle, l'architecture, la culture du voyage, oui, ça peut être beaucoup et ça, je crois qu'il est à nous à le définir. Mais c'est surtout, il fallait traverser des frontières. Vous dites aussi, c'est Franck Thynès qui le dit, la grande région ne serait rien d'autre qu'une petite Europe
où les travailleurs frontaliers relèvent chaque jour le défi de travailler avec des cultures différentes sans que cela leur pose de problème. Oui. Vous pensez que cette grande région-là, elle devrait être à l'image de l'Europe ? C'est peut-être une petite image ou une région exemplaire de l'Europe, parce qu'ici, je crois, on a un très grand avantage, parce qu'on peut rester chez soi, mais aussi on peut travailler dans un autre pays. Par exemple, si on est à Sarreguemines, on peut travailler à Saarbrücken, ou un Saarbrückois comme Frank Tines travaille au Luxembourg, mais on retourne le soir chez soi. Et comme ça, je crois, on ne perd pas facilement ses racines. Voilà. Et je crois, comme ça, l'Europe n'est plus abstraite, c'est une Europe du quotidien. Oui. Et ça, on peut vraiment partager. Vous l'appelez joliment le peuple des frontières, ce peuple de la grande région. Que penserait Robert Schuman si vous voyez cette Europe-là aujourd'hui économique ? Aïe, 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 une question très très difficile. Moi, je pense qu'on a oublié les gens comme Robert Schuman. Et il est très difficile de trouver des livres de Robert Schuman. Par exemple, ce livre pour l'Europe, für Europa, dont vous avez cité l'extrait. Mais je crois qu'il fallait aussi rééditer ces sources. Oui. Mais je ne peux pas m'imaginer ce qu'il voudrait dire aujourd'hui. Je crois que Robert Schuman sera étonné dans cette région dont il est originaire. Et ravi de voir que les frontières n'existent plus et aussi de voir qu'on n'a plus des guerres et que les gens vivent ensemble et partagent la vie. Mais aussi, je crois, il pouvait observer que les nationalismes sont en retour, alors qu'il fallait travailler toujours sur cette idée de l'Europe et qu'il fallait la réinterpréter. Ça, c'est nécessaire. Si on parle sur une communauté culturelle, c'est un terme qui n'est pas exactement défini. Ça nous laisse de la liberté, mais je crois que c'est vraiment nécessaire de s'en occuper. Alors le photographe Willy Fils, qui est originaire d'Eupen en communauté germanophone de Belgique, il a grandi avec les frontières. Elles sont omniprésentes dans son travail. Les accords de Schengen ont mis fin au contrôle aux frontières. Pour autant, écoutez sa vision des frontières. Ce qui fascine dans la communauté germanophone de Belgique est sa situation entre les cultures germaniques et romanes. On s'y familiarise tout naturellement avec différentes cultures et avec leurs frontières. Cette réalité forge une conscience qui facilite l'acceptation des frontières et de l'altérité. Nous devrions apprendre à vivre avec les frontières, car elles sont nécessaires. La vraie question est plutôt de savoir quelle forme leur donner. Faut-il les rendre imperméables et rigides ou les concevoir comme une membrane qui respire ? Alors, le regard que vous portez sur la grande région, il est très loin des discours politiques et de circonstances. Il y a une réalité qui émerge. Oui. Et en fait, c'est la réalité culturelle. Alors aujourd'hui, en France, on parle beaucoup de crise identitaire. Oui. On parle aussi de crise européenne. Cette crise identitaire, il semblerait que ce n'est pas une réalité en grande région, justement parce qu'il y a ce noyau commun, la culture. Ça existe et ça n'existe pas. Je crois peut-être les citoyens sont mieux que les politiciens le pensent. Alors peut-être il fallait même encourager la politique de mettre beaucoup plus d'énergie, de développer cette grande région comme exemple pour l'Europe. Comment vous voyez cette crise économique, cette crise européenne, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'Europe, la grande région ? Moi, je pense que ce n'est pas seulement une crise économique, et c'est ce que Robert Schuman a déjà dit, c'est une crise culturelle. Et je crois en Europe, on évite de parler, surtout à Bruxelles, sur des
sur des affaires culturelles. Alors nous avons la grande culture, l'opéra, les théâtres, tout ça, à Paris, à Berlin, mais les dimensions, les perspectives, comme on a ici à Sarreguemines ou à Saarbrück, c'est toute une autre dimension. Alors ici on a le festival Mireille de Plate, c'est une culture que les Sarrois et les Lorrains ont en commun par exemple, et je crois on néglige ces aspects d'une culture quotidienne. J'aimerais qu'on parle un peu d'architecture. Vous êtes historienne de l'art et vous évoquez aussi ces architectures différentes, par exemple entre Metz et Nancy. Et vous dites aussi à un moment, il faut qu'on se réunisse autour de ce qui nous unit. Et vous donnez cet exemple de la Ludwigsplatz et de la place Stanislas. Je crois si on compare par exemple Nancy et Saarbrücken, on a des frontières entre les deux villes, mais on a aussi des influences entre les cultures et les ducs et tout ça. Par exemple, on avait Stanislas à Nancy et il avait son architecte Emmanuel Héré. Et on a construit les places magnifiques, la place Royale autrefois, maintenant c'est place Stanislas. Il y a beaucoup d'endroits qui sont inscrits d'ailleurs au patrimoine de l'UNESCO. Et en voisinage, on avait ce petit duc de Saarbrücken qui voulait faire un tout petit peu la même chose et être un peu comme Louis XIV. Et il a fait une réinterprétation de la place Stanislas avec un architecte allemand du nord de l'Allemagne. Et c'est une sorte de version protestante baroque de la place Stanislas. En France, on ne parle pas, c'est pas baroque, c'est un autre terme, c'est peut-être le classicisme. Alors, vous évoquez aussi notre passé industriel. Alors il y a le passé, effectivement, l'industrie lourde, mais il y a aussi le passé verrier. Voilà, le passé verrier est beaucoup plus intéressant pour moi, parce que ça n'a pas trop à faire avec les guerres, c'est positif, les verriers ou l'industrie verrière existe toujours. Et la culture verrière, c'est pas Sarre-le-Lux, c'est la grande région. Parce que vous trouvez une culture verrière soit en Belgique, en Wallonie, soit en toute la Lorraine, soit en Sarre. Et je crois que c'est un langage européen. Les verriers étaient toujours des gens qui voyageaient, d'une grande connaissance des Européens. On pourrait envisager une route du feu. Oh, ce serait magnifique. J'aimerais très bien travailler sur tout ça, mais on ne m'écoute pas. Eva Mengen, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors votre livre, on va en parler aussi, on ne le trouve pas en France. Oui, c'est un problème. Comment décrire un grave problème, je trouve, parce que si on produit comme moi une auto-édition, comment la vendre à Saarbrück, il est possible, mais en France, la diffusion est structurée différemment. Alors, parce que je rappelle qu'il est écrit en français et en allemand, et c'est vraiment dommage. Alors il faut se rendre à Saarbrück pour le trouver, ou alors sur votre site? Ou alors sur mon site, ou me téléphoner, et puis je viens. Et aussi, un autre problème, les frais de transport sont très hauts en grande région parce qu'on a toujours les frontières. D'accord. Merci beaucoup Eva Mengen. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt entre les lignes.